Bonjour à tous et bienvenue dans le 19e épisode de The Wrestling Rankings. Nous continuons notre voyage vers la fin de l'année 1996 et le début de l'année 1997, puisqu'il nous reste 4 pay-per-view et nous allons donc commencer le premier de ces 4 pay-per-view, à savoir In Your House 10, In Your House 10, Mind Games, littéralement les jeux d'esprit. Alors, comme d'habitude, nous commençons par le tour des champions. Shawn Michaels est toujours notre champion de la WWF, il a conservé son titre au SummerSlam contre Big Van Vader. Nous n'avons toujours pas de champion intercontinental. La finale du tournoi pour le titre intercontinental a lieu le lendemain de ce pay-per-view à Raw. Elle opposera Marc Mero à Farouk Assad. Mais donc pour l'instant, nous n'avons toujours pas de champion intercontinental. Et les Smoking Guns sont toujours nos champions par équipe. Alors, la carte du pay-per-view, elle commence par un free-for-all de quelques minutes. Et donc nous aurons un combat dans ce free-for-all, et ensuite nous avons le pay-per-view en tant que tel. Donc dans le free-for-all, nous avons Savio Vega contre Marty Jannetty des New Rockers. Marty Jannetty qui sera accompagné par Leif Cassidy, son partenaire dans les New Rockers. Et ensuite, pour ce qui est de la carte du pay-per-view, nous aurons un match surprise, je vous en parle après vous expliquer le combat du free-for-all, puisque le pay-per-view, le combat est mis en place lors du free-for-all. Nous aurons Owen Hart et le British Bulldog Davey Boy Smith qui challengeront les Smoking Guns pour les titres par équipe. Goldust affrontera l'Undertaker dans un final curtain match, c'est-à-dire un combat sans disqualification, sans décompte à l'extérieur du ring. Il y a besoin d'avoir un vainqueur. Nous aurons également un combat entre Shawn Michaels et Mankind pour le titre de la WWF. Ce sera le main event. Et j'ai oublié un combat. Oui, j'ai oublié 2 combats. J'ai oublié, qui sont tellement catastrophiques qu'on les oublie assez facilement. José Lothario, le manager de Shawn Michaels, qui affrontera Jim Cornette, le manager de Camp Cornette. Et les débuts du World's Strongest Man, Mark Henry, qui affrontera Jerry the King Lawler. C'est une carte qui fait pas rêver, on va pas se mentir. Alors, on commence donc avec le match dans le free-for-all, Savio Vega contre Marty Jannetty. Match assez sympa, puisque les deux hommes sont un peu comme le combat Savio Vega-Owen Hart, toute proportion gardée, parce qu'Owen Hart est bien meilleur que Marty Jannetty. Mais c'est un peu le même style, des mecs aériens, techniques, acrobates, qui vont faire des moves assez sympas. Jannetty domine le combat, étonnamment, j'aurais pensé l'inverse. Jannetty domine le combat, mais il va louper une manœuvre de la 3e corde, et Savio Vega va remporter le combat avec un roll-up. Après le combat, Vega va se faire attaquer par Justin Bradshaw, qui durant le combat avait été en promo backstage en disant c'est une honte qu'un mec comme moi ne soit pas en pay-per-view, alors qu'un loser comme ce portoricain de Savio Vega soit au pay-per-view. Je vous garantis que Justin Bradshaw va faire un impact et va faire en sorte d'être dans le pay-per-view. Et donc après le combat, Justin Bradshaw va démolir Savio Vega avec sa bull rope et va terminer en lui portant son clothesline from hell. Et donc quand je vous parlais d'un combat surprise dans la carte, ça va nous amener à l'ouverture du pay-per-view, qui va commencer par un combat qui n'était pas prévu. Savio Vega versus Justin Bradshaw dans un Caribbean strap match. Donc un strap match, donc un match dans lequel les deux hommes sont reliés avec une ceinture en cuir, une très longue ceinture en cuir. Ils doivent la porter, ils ont chacun un poignet qu'ils doivent porter, et ensuite ils font ce qu'ils veulent avec la carte. Et l'objectif est de toucher les 4 coins du ring en succession. Chaque fois qu'il y a une succession de touchés de coins de ring est arrêtée, le compte repart à 0. On avait eu un Caribbean Strap match entre Stone Cold Steve Austin et Savio Vega à In Your House 8, et là on en a un deuxième contre Justin Bradshaw. Et donc le combat est très sympa, les deux hommes se démolissent à coups de ceinture. Bradshaw, alors Vega porte un pantalon et un t-shirt, donc on ne voit pas trop les marques. Par contre Bradshaw ne porte rien, il est en slibard et il porte pas de haut. Et du coup on voit les marques sur son dos
quand Vega lui porte des coups de ceinture. Et c'est assez impressionnant. Le combat se termine lorsque Bradshaw pense être en possession de la victoire. Il touche successivement 3 coins du ring, mais Vega, qui est assommé derrière lui, touche aussi les coins. Et alors que Vega le retient Bradshaw pour ne pas qu'il touche le 4e coin, Bradshaw se rend compte que Vega a touché les 4 coins, il essaye de l'empêcher aussi, et en le tirant, Vega plonge vers le coin et arrive à le toucher. A noter que durant le combat, il se passe un truc un peu spécial. Ce in-house a lieu à Pittsburgh en Pennsylvanie. Et Pittsburgh, Pennsylvanie, c'est comment dire, la place de la ECW. J'ai dit Pittsburgh, c'est Philadelphia, Pennsylvania. J'ai dit Pittsburgh, je suis complètement à l'ouest. C'est Philadelphie en Pennsylvanie, et donc du coup c'est là où la ECW règne en maître. Et donc durant le combat, on va avoir les débuts de l'invasion ECW, entre guillemets, puisque durant le combat, en ringside, Paul Heyman, Tommy Dreamer et le Sandman vont être là. Et durant le combat, le Sandman va balancer de la bière à la gueule de Savio Vega, et du coup ils vont se faire virer. Mais c'est les débuts de l'invasion ECW qui a lieu en 97 et qui va montrer un peu, comme je l'expliquais avec Chris Candido et Skip lors du dernier pay-per-view. C'est ce qui va montrer cette alliance entre guillemets ECW-WWF. Et donc voilà, c'est les débuts de l'invasion. Ça va prendre plusieurs mois avant d'être officiel. Mais ça va arriver par la suite. Le deuxième combat, José Lothario contre Jim Cornette. Là, vous voyez pas ma tête. Mais je sais pas quoi vous dire sur ce combat qui dure 56 secondes et que José Lothario remporte avec des coups de poing. Voilà. C'est un 0 pointé, hein, c'est un combat catastrophique. Je comprends même pas que Vince McMahon ait eu l'envie. Alors, je peux comprendre que Vince McMahon ait l'envie de faire ça, puisque Jim Cornette, depuis des mois, insulte José Lothario, puisque Vader, le British Bulldog, qui sont et même Owen Hart, qui sont des alliés de Jim Cornette, sont sous contrat, sont en rivalité avec Shawn Michaels. Donc, il y a cette rivalité, mais vraiment, ça n'avait pas de sens de faire ce combat. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Surtout qu'au final, quand on regarde le nombre de matchs dans le pay-per-view, il n'y a que 6 matchs sans compter le free-for-all. Je pense qu'il y avait mieux à faire que perdre 5 minutes avec un combat José Lothario Jim Cornette, parce que je dis 5 minutes parce que il y a l'explication sur ce combat. Il y a l'entrée de Jim Cornette qui arrive déguisé en Vader ou en Yokozuna, c'est horrible, c'est très moche. Il y a l'entrée de José Lothario, et il y a le combat en lui-même qui dure 1 minute, et il y a le post-combat où Jim Cornette se fait escorter en backstage parce qu'il est complètement KO. Mais il se passe quelque chose après, c'est que on voit Jim Cornette en backstage qui est en train de se faire soigner par les médecins, et Clarence Mason lui fait signer un document. On ne sait pas quel document il lui fait signer. Et au final, on apprendra bien plus tard que, en fait, Clarence Mason a fait signer des documents qui donnent les contrats de management d'Owen Hart et British Bulldog à Clarence Mason. Donc il a double cross, il a arnaqué Jim Cornette, qui n'est donc plus officiellement le manager. Alors on l'apprendra bien plus tard dans le pay-per-view, mais qui n'est plus le manager d'Owen Hart et British Bulldog, puisque maintenant leur manager c'est Clarence Mason. Et ça tombe bien qu'on parle de Owen Hart et le British Bulldog, puisque le Bulldog et Owen Hart vont donc passer maintenant au combat de championnat par équipe contre les Smoking Guns, Billy et Bart. Clarence Mason vient donc en ringside avec eux pour contrer Sonny, qui est la manager des Smoking Guns. C'est un bon combat par équipe. Owen Hart et le British Bulldog travaillent déjà en équipe depuis des mois, puisque depuis que le Bulldog, depuis quasiment un an, ça fait un an que le Bulldog a rejoint Jim Cornette, donc Owen Hart et le Bulldog se connaissent par cœur, en plus c'est des anciens de Calgary. Les Smoking Guns sont des bons champions par équipe, mais ils sont très prétentieux. Et c'est ce qui va leur coûter le titre, puisqu'à la fin du combat, Bart va vouloir porter le Running Power Slam au British Bulldog. Le Bulldog va esquiver et va pousser Bart sur Billy. Billy va se retourner et va croire que c'est son frère qui l'a frappé. Il va donc lui aussi pousser Bart de nouveau, sauf que Bart va finir dans les bras du Bulldog qui va porter le Running Power Slam. Billy, se rendant compte de son erreur, va vouloir intervenir, mais va se prendre un spinning kick de Owen Hart. Et nous avons des nouveaux champions par équipe,
Owen Hart et le British Bulldog qui sont les nouveaux champions par équipe. C'est le 3e titre par équipe d'Owen Hart, qui avait précédemment remporté 2 titres par équipe avec Yokozuna au cours de l'année 95, et le 2e pour le British Bulldog, qui lui avait été champion par équipe avec le Dynamite Kid en 1986, 10 ans plus tôt. Et donc nous avons des nouveaux champions par équipe, et on apprend après ce combat, on va en backstage féliciter Owen Hart et le British Bulldog, et c'est là où Clarence Mason nous apprend qu'il est le nouveau manager des champions par équipe, puisque Jim Cornette a signé un document qui lui a offert ses contrats. S'ensuit le combat Mark Henry contre Jerry the King Lawler. Alors, si vous vous souvenez, au SummerSlam, Jerry the King Lawler a battu Jake Roberts. Durant le combat, Mark Henry, qui était un athlète olympique et qui avait signé avec la WWF, a fait ses débuts en tant que commentateur. Après le combat, Jerry Lawler, continuant son assaut sur Roberts, s'est fait interrompre par Mark Henry. Et Mark Henry est entré en rivalité avec Jerry the King Lawler. Lawler a annoncé qu'il avait donné une leçon de catch à Mark Henry. Mark Henry a juste dit qu'il allait le démolir. Bon. Le combat dure 5 minutes. C'est un combat powerhouse contre technicien. Lawler, au début, va vouloir jouer de sa technique, mais va à chaque fois se faire contrer par la puissance de Mark Henry. Il va prendre l'avantage à un moment avec un objet caché. Ça va assommer Mark Henry pour 2 minutes, sauf que ensuite Lawler va vouloir porter un body slam ou un pile driver et va se faire contrer par Mark Henry, qui va remporter le combat avec un backbreaker. Alors quand je dis backbreaker, on parle pas du move où on prend sidewalk slam et on fait un backbreaker sur le genou. Non, je parle du move de soumission, c'est-à-dire qu'il porte Jerry the King Lawler en position de powerbomb, un peu comme un Razor's Edge, sauf qu'au lieu de descendre et de porter le powerbomb, il va laisser Lawler sur son épaule et va faire des petits mouvements d'épaule pour blesser Lawler au dos. Lawler va abandonner. Mark Henry est donc victorieux dans son combat de début. Après le combat, les New Rockers, Marty Jannetty et Leif Cassidy et Hunter Stemsley vont intervenir pour attaquer Henry, mais évidemment ils vont se faire démolir, et Henry va même prendre Hemsley en position de military press slam et va balancer Hemsley sur Jannetty et Leif Cassidy qui sont à l'extérieur du ring. On enchaîne avec le final curtain match Undertaker Goldust. On s'en souvient. À In Your House 8, Goldust, l'Undertaker avait Goldust battu dans son match de cercueil et il allait devenir le nouveau champion intercontinental. Mais Mankind était intervenu, avait attaqué l'Undertaker et avait permis à Goldust de conserver son titre en mettant l'Undertaker dans le cercueil. À In Your House 9, 2 mois plus tard, à In Your House 9, International Incident, l'Undertaker avait Goldust battu avec le Tombstone Piledriver. Mankind était de nouveau intervenu, l'Undertaker avait remporté le match par disqualification. Là, c'est le dernier combat. Il faut qu'il y ait un vainqueur, donc pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur du ring. Tout est permis. La seule chose, c'est qu'il y a un vainqueur par tombée ou soumission dans le ring. Alors, on nous dit, durant le pay-per-view, ils ont dit que c'était vainqueur par tombée seulement. Je pense que c'est uniquement par le fait que les deux hommes ne sont pas des experts des soumissions. L'Undertaker, à part porter des chokeholds, il ne porte aucun move de soumission. Il n'est pas encore à l'époque du American Badass où il va se prendre pour un catcheur de MMA et nous sortir des moves comme Triangle Choke, Hell's Gate, etc. Goldust, lui, n'a jamais été un catcheur de soumission. De temps en temps, il utilisait le figure 4 leg lock en hommage, entre guillemets, à Dusty Rhodes, son père. Mais sinon, c'est pas un catcheur de soumission. C'est un bon petit combat, les deux hommes utilisent la stipulation sans disqualification pour se laisser aller. L'Undertaker, qui est désormais seul, puisqu'il n'est plus managé par Paul Bearer, qui l'a trahi au SummerSlam, se retrouve donc solo. Il attaque Goldust à l'extérieur du ring avec des escaliers du ring, etc. Goldust répond en lui balançant des paillettes d'or au visage, et ce qui l'aveugle un petit peu, et en l'attaquant à l'extérieur du ring. Finalement, l'Undertaker va reprendre le dessus, chokeslam, Tombstone Piledriver et victoire de l'Undertaker, qui met fin à cette rivalité qui aura duré quand même 4 mois entre Goldust et l'Undertaker. On passe enfin au main event, Shawn Michaels contre Mankind pour le titre de la WWF. Alors, je pourrais vous dire ce que je pense de ce combat, mais
Je préfère vous donner l'opinion de Mankind, Mick Foley. Mick Foley, si vous avez lu son livre, si vous avez déjà écouté des podcasts avec lui, des interviews avec lui, il est très critique de son travail. Il est très rare que Mick Foley se célèbre dans son travail. Il est très perfectionniste et il estime qu'on peut toujours faire mieux. Mick Foley, en 99, dans son livre Have a Nice Day, en 2000, dans son livre Foley is Good, et jusqu'en 2006, quand il sortira The Hardcore Diaries, va considérer ce match comme le meilleur de sa carrière. Mick Foley a débuté le catch au niveau un peu professionnel en 88. En 96, donc 8 ans plus tard, il estime avoir combattu le plus beau combat de sa carrière. Donc déjà, ce combat est le plus beau des 8 premières années de sa carrière. Et ça va le rester pendant 8 ans de plus. Puisque, alors, je l'ai dit en 2006, puisque c'est vrai que c'est en 2006 qu'il va annoncer que ce combat aura changé. Mais le combat qui va détrôner Mind Games de son esprit comme étant son meilleur combat, c'est le Hardcore Rules match contre Randy Orton à Backlash 2004. Où là, il considère celui-là comme le meilleur combat de sa carrière. Et je crois qu'à l'heure actuelle, c'est encore ce qu'il considère comme étant le meilleur combat de sa carrière. Rendez-vous compte, ce combat va rester pendant 8 ans le meilleur combat de sa carrière. Lui qui aura affronté qui aura fait des dizaines de rivalités. Il a affronté Bret Hart, il a réaffronté Shawn Michaels par la suite. Il a eu une énorme rivalité avec l'Undertaker. Il a affronté Hunter Hearst Helmsley. Il a eu des très beaux combats contre Hunter Hearst Helmsley. Il a eu des excellents combats contre Le Rock, contre Stone Cold Steve Austin. Son combat préféré pendant 8 ans va être Shawn Michaels contre Mankind. Et en 2003, vous lui posez la question. En 2003, sa carrière a commencé depuis 15 ans au niveau professionnel. Sur 15 ans de carrière, ce combat est le meilleur. Et je comprends pourquoi. Ce combat est absolument fantastique. Alors si je devais être un petit peu critique, il y a un moment dans le combat où en effet les deux hommes ne se comprennent pas. Mankind va balancer l'Undertaker, je vais dire, vous avez l'habitude de cette rivalité. Mankind va balancer Michaels dans les cordes, Michaels va sauter sur la deuxième corde, et la logique aurait voulu qu'il se retourne et qu'il porte un crossbody. Sauf que Mankind n'y est plus. Il est carrément déjà à l'autre bout. Et donc du coup, Michaels va sauter en arrière, courir vers Mankind et lui mettre des droites. C'est le seul truc à reprocher à ce combat avec le finish. Mais en même temps, le finish, alors moi je suis pas un fan des combats en disqualification. C'est vrai que j'ai du mal à voir l'intérêt d'une disqualification dans un combat. Si tu veux faire de Mankind le champion du monde, tu le fais. Si tu veux pas faire de Mankind le champion du monde, tu le fais pas. Maintenant, je comprends. Mankind, au moment où on se parle, il est top 3 heel à la WWF. Si tu le fais battre par Shawn Michaels alors qu'il est en rivalité avec l'Undertaker, difficile de continuer à le vendre comme l'ultime heel, sachant que à l'époque où on se parle, Mankind est invaincu en pay-per-view. Il a combattu l'Undertaker au King of the Ring 96, il a gagné. Il a combattu Henry Godwinn à Year of the 9, il a gagné. Il a combattu l'Undertaker au SummerSlam, il a gagné. Il est invaincu en pay-per-view. Et il est en rivalité avec l'Undertaker. Donc, d'un côté, tu aurais l'Undertaker qui n'arrive pas à battre Mankind, même si à chaque fois il y a eu de la controverse dans ses défaites. Et de l'autre, t'as Shawn Michaels qui arrive et qui le bat. Je comprends que la disqualification est lieu. J'aurais préféré, en toute honnêteté, que cette disqualification, elle soit différente. Que, par exemple, Michaels saute de la troisième corde et Vader soit dans le ring. Ou que Paul Bearer balance Michaels de la troisième corde alors qu'il se prépare à porter son elbow drop. Là, c'est vrai que le finish m'embête un petit peu dans le sens où Mankind se prend le switch in music, il tombe dans le ring, Michaels fait le tomber, c'est lui-même qui se retire du tombé parce qu'il voit Vader arriver. Mais est-ce que ça veut dire que Mankind aurait pu se sortir du tombé? Est-ce que ça veut dire que Michaels aurait pu faire le compte de 3? C'est dommage. Le finish m'a dérangé un petit peu, mais il est impossible de ne pas mettre 5 sur 5 à ce combat. Ce combat est fantastique. Ce combat dure quasiment 30 minutes. Alors, sur Wikipédia, le combat est annoncé comme faisant 26 minutes et 25 secondes. Mais vraiment, le combat en lui-même est fantastique. Et l'après-combat est encore plus impressionnant puisque on a Michaels qui se fait attaquer par Vader et Mankind. Il arrive à s'en sortir, sauf que derrière, Paul Bearer l'attaque avec lui, du coup il est KO. Et
Alors qu'on pense que Mankind, du coup, va lui porter le Mandible Claw, il va vouloir le mettre dans le cercueil. Et là, quand il ouvre le cercueil, qui a déjà été ouvert à 3 reprises durant le combat, il n'y avait rien dedans. Il y a l'Undertaker, et l'Undertaker attaque. Attaque Mankind. Et dernière petite chose qui m'a dérangé, mais vraiment là aussi, c'est nitpiqué, c'est ce qu'on appelle chouiner pour rien. Avant que le combat débute, on nous annonce déjà que le main event du prochain pay-per-view, puisqu'il s'appelle In Your House 10 Buried Alive, In Your House 11, pardon, Buried Alive, on a une pub pour Buried Alive, on nous annonce que le main event du pay-per-view, c'est un Buried Alive match entre Undertaker et Mankind. Ça spoil un petit peu le combat. On sait très bien que si Shawn Michaels perd le titre, il va vouloir un rematch. Donc tu vas pas avoir l'Undertaker en tant que challenger numéro 1 plutôt que Michaels. Et aussi, est-ce qu'on va vraiment avoir un combat de championnat du monde dans un Buried Alive match? Donc ça spoil un petit peu. Mais vraiment, c'est un combat exceptionnel. Si vous ne connaissez pas ce combat, je vous invite à aller le regarder. Il est vraiment fantastique. Les deux hommes se démolissent. Michaels est complètement spent à la fin du match. On le voit, il transpire à mort. C'est vraiment un très 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 bon combat. Et voilà, donc on termine avec In Your House 10, qui n'est pas le pire pay-per-view de l'année 1996, mais qui aurait pu, entre le combat Mark Henry, Jerry the King Lawler, qui est très mauvais, et le combat José Lothario, Jim Cornette, qui est catastrophique. Mais le main event, qui est un 5 sur 5 à lui tout seul, permet de sauver la mise. Je vous retrouve très prochainement pour le prochain pay-per-view qui sera l'épisode 20 de The Wrestling Ranking, déjà 20 épisodes, et qui concernera In Your House 11, Buried Alive, enterré vivant, où nous aurons pour la première fois depuis le King of the Ring de l'année 1995, nous n'aurons pas de match de championnat du monde, et pour la première fois dans l'histoire de The Wrestling Ranking, attention, je parle bien de l'histoire de The Wrestling Ranking, on attendra le 20e épisode pour avoir ça, le champion du monde ne catche pas au pay-per-view. Vous verrez, Shawn Michaels est présent au pay-per-view, mais il ne catche pas. Et il n'est pas non plus... donc il défend pas son titre, et en plus de ça, il n'est même pas dans un match non-title. Hein. Voilà. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne TikTok et la chaîne YouTube pour avoir toutes les informations. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à ciao, bon dimanche.